Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour cher Valentin, chers auditeurs, bonjour. L'excellent Charles Gave se demandait hier à votre micro, avec le non moins excellent Philippe Béchade, comment l'on pouvait encore soutenir la dette française, tant les chiffres deviennent littéralement débiles. Parce que contempler notre dette aujourd'hui est à peu près aussi angoissant que l'idée d'aller faire rouler l'homme le plus gros du monde sur les sentiers des Calanques de Marseille. Combien peut-il donc bien peser d'ailleurs l'homme le plus gros du monde? Je vous le demande moi, mais bon, je savais que vous alliez me poser la question, alors je y réponds immédiatement. C'est un Américain et évidemment, qui faisait faire 6 fois le tour du cadran à sa balance, c'est-à-dire une bagatelle de 635 kilos. Et autant il est difficile de s'imaginer une personne pesant 635 kilos qui doit même pas rentrer dans le cadre d'un appareil photo, mais alors c'est encore bien peu à côté de notre surcharge de crédit. Or, la dette se fait rouler comme un gros bouffi de 600 kilos. Faire rouler la dette, c'est éviter de payer ses traites et de plutôt les régler en s'endettant davantage, on refinance, on fait rouler plutôt que de rembourser. Si vous avez 100 milliards à rembourser, hop, vous émettez 100 milliards de plus. On a tendance à oublier que dans ce que nous avons à payer chaque année, il n'y a pas uniquement nos nouvelles dettes, pas uniquement nos intérêts, mais toute cette dette à refinancer, à faire rouler, et c'est ça qu'il est intéressant de regarder aujourd'hui. Car M. Gave faisait remarquer, fort justement, que cette dette devenait suffisamment imposante pour susciter une vague crise de tachycardie à une limace sur les sentiers des Calanques de Marseille, donc. Alors, sondons un instant, si vous le voulez bien, l'abysse qui nous tient de dette. Nous avons déjà 3000 milliards de dettes publiques. Bon, voilà, 2950 au 31 décembre selon l'INSEE, ou l'agence France Trésor, comme vous voulez. Donc 2950 milliards, on va dire 3000, depuis on est déjà plus que ça. Mais 3000 milliards, on n'a pas commencé à compter en fait, parce que à ces 3000 milliards, il faudra encore ajouter 1500 à 2000 milliards d'engagements hors bilan irrévocables. Ça, c'est le truc que personne pète rien. C'est-à-dire, le hors bilan, c'est une dette que l'on ne compte pas, mais on la compte quand même, mais ailleurs, et on fait comme si elle n'existait pas. Et dans cette partie qu'on ne compte pas mais qu'on compte quand même, il y a une partie de cette dette qui est conditionnelle. Pensez par exemple aux prêts garantis par l'État du Covid. Si tout le monde rembourse ses prêts, l'État n'aura rien à débourser de sa poche. Si en revanche vous faites défaut, il faut bien que l'État paye. Ça, c'est ce qu'on appelle le hors-bilan conditionnel. Nous, on ne va même pas commencer à compter ça, voyons. L'autre partie, elle est certaine, elle est irrévocable, comme les retraites des fonctionnaires, ou des régimes spéciaux, ou encore la dette de la SNCF. Est-ce que vous vous souvenez que nous avons repris en 2021 et 2022 35 milliards apparus comme par magie dans la dette française? Non, c'était pas comme par magie, ils étaient dans notre hors-bilan, en attendant gentiment le jour où, fatalement, ils allaient revenir dans notre dette, et vous en avez comme ça 1500, 2000 milliards, soyons conservateurs, nous prendrons que 1500 milliards. Bref, nous avons déjà une dette publique qui n'est pas tant de 3000 milliards, mais de 4500 milliards, bonjour les dégâts. Et à ces 4500 milliards, il nous faut ajouter quoi? 1800 milliards de dettes des ménages et 2600 milliards de dettes des entreprises. Je vous fais encore la grâce des dettes financières de notre système bancaire, qui nous ferait encore nous envoler d'un facteur 100 probablement, mais là on rentre dans une forme de débilité qui sera sûrement l'objet d'une prochaine chronique. Au total, les dettes publiques et privées s'élèvent donc à environ 9000 milliards d'euros. Bon, qu'est-ce que c'est 9000 milliards d'euros, me direz-vous? 9000 milliards d'euros, c'est déjà plus que la Grèce, une fois prise en compte toutes nos dettes, et en particulier la dette de nos entreprises, qui est particulièrement salée en France. On a des entreprises qui aiment le crédit, qui aiment s'endetter, et y compris en prenant notre hors-bilan, qui est une spécialité dont nous avons le secret. Et c'est ainsi que nous sommes devenus les champions d'Europe de la dette grâce à Monsieur Macron. Une fois qu'on a dit ça, très bien, mais encore, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Imaginons que la dette publique, enfin non, ça on l'imagine pas, c'est un fait, la dette publique a une durée moyenne de 8 ans et demi. La dette privée, elle, celle des entreprises, a une durée inférieure, plutôt 4 ou 5 ans, la dette des ménages, en revanche, a une durée qui est supérieure, et on n'a pas des chiffres précis, mais puis le hors-bilan, là, vous avez encore des durées supérieures, mais au total, c'est pas débile de prendre un chiffre conservateur d'une dizaine d'années comme durée moyenne de nos dettes en France, ça va bien. Ce que ça signifie que tous les 10 ans, il faut rembourser ou faire rouler ces 9000 milliards de dettes, c'est-à-dire à peu près 900 milliards par
an. Vous avez 900 milliards à refinancer chaque année. Ajoutons à cela 80 milliards de taux d'intérêt, encore une fois on est gentil, 80 milliards de taux d'intérêt sur la dette publique, le double sur les dettes privées, et nous pouvons estimer de manière assez conservative qu'il nous faut payer en intérêt, rembourser ou refinancer 1150 milliards de dettes et intérêts chaque année. Suis-je bête, j'allais oublier, on n'équilibre toujours pas notre budget, vous pouvez encore rajouter 200 à 300 milliards, allez on va dire 200 milliards pour être gentil, de nouveaux trous dans les comptes. Non, c'est plutôt 300 en fait. Et vous arrivez, bon an, mal an, à 1500 milliards de dettes et intérêts à payer chaque année. Ce qui doit correspondre peu ou prou à la dette totale qu'on avait un peu avant l'an 2000. Eh bien, ces 1500 milliards, ça représente quelque chose comme 45 000 euros, même plus, presque 50 000 euros par an et par ménage. C'est absolument monstrueux. Alors, notez que je fais porter également aux ménages le poids des dettes des entreprises. Bon, là, le poids des dettes des ménages, c'est évident, les dettes publiques, c'est évident aussi, les entreprises, c'est pas si simple. Mais pourtant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que le poids des dettes des entreprises, il finira bien par se retrouver soit dans nos impôts à cause de faillites ou pour éviter des faillites trop sanglantes pour notre petite santé, soit, et c'est plus probable, ces dettes-là, elles se retrouveront dans nos factures sous forme d'inflation des produits que nous achèterons. Bref, vous avez, mon cher Valentin, mes chers auditeurs, encore une fois, soyons généreux, 45 000 euros, plutôt 50 000, mais bon, restons à 45 000 sur votre tête chaque année. Voilà la folie dans laquelle nous sommes. Il faut refinancer 45 000 euros par ménage. Mais qui donc pourrait bien vouloir faire crédit, mon cher Valentin, à hauteur de 45 000 euros chaque année à quelqu'un qui gagne moins que ça en moyenne, et beaucoup moins que ça en moyenne. Voilà la folie dans laquelle nous sommes. Et alors, permettez-moi d'avancer deux hypothèses. La première est que nos créanciers, la BCE essentiellement et les grands gérants d'actifs, d'autre part, nous prêtent de la monnaie de singe pour mieux mettre la main sur notre patrimoine économique bien réel, lui. Pourquoi croyez-vous que nous abandonnons le trésor de notre électricité nucléaire aux Allemands ou ceux de notre industrie aux Américains, qui sont nos deux principaux créanciers indirectement ? La seconde hypothèse est un tout petit peu plus technique, mais faire rouler notre dette se fait sans peine quand la pente des taux est à la baisse. Et, en revanche, l'opération devient presque impossible quand cette même pente se redresse comme un i. J'ai compté 250 milliards d'intérêts sur nos dettes, mais augmenter d'1% le taux, et cette facture s'envole assez vite de 90 milliards d'euros, soit davantage que le budget de l'éducation nationale qui vous tombe dessus. Donc c'est vous dire que quand les taux montent, ça fait mal, c'est sanglant. Je vous apprends rien, mais d'où les sueurs froides du moment, notre obésité morbide qui semblait si légère en période de taux bas et en descente devient tout d'un coup insupportable dès qu'il faut pousser toute cette dette vers le haut. Et pourtant, ils nous prêtent. Il y a des gens pour faire crédit à l'État, aux particuliers, à nos banques indirectement, puisque c'est les banques qui font ça, et à nos entreprises. Qui est suffisamment fou pour financer notre folie à nous? Bien évidemment, ils nous prêtent pas par charité, mais par intérêt. Et cet intérêt est qu'ils anticipent aussi bien que M. Gave et que moi, que les taux actuels sont totalement insoutenables, que nous sommes arrivés dans une espèce de période débile. Et le terme, s'il n'y a pas d'autre terme que ça, c'est même plus grotesque, c'est devenu débile. Sauf que, avec des taux actuels, qui sont absolument radicalement insoutenables, plutôt que d'imaginer l'effondrement du système, ces gens sont beaucoup plus pragmatiques, ils anticipent un autre effondrement, ils anticipent l'effondrement des taux d'intérêt. Oui, chers auditeurs, il est fort probable, à mon avis, que nous rentrions bien plus vite que vous l'imaginiez dans une période de baisse des taux, et radicale encore. Ceux qui suivent un peu mon travail savent que moi je pense qu'on va arriver vers des taux non pas négatifs, mais profondément négatifs. Allez voir les travaux de Kenneth Rogoff. Et des taux qui baissent, eh bien c'est une aubaine pour tous ceux qui ont prêté à 4, 5, 7%. Cela crée un effet richesse dont bénéficient à plein nos créanciers, dont les titres vont prendre environ 8 à 10% à chaque fois que les taux baissent d'1%. Alors bien sûr, cette richesse ne sort pas de nulle part. Elle sort de votre poche, à vous et à moi, au travers de l'inflation qui vous ronge. Mais
La perspective d'une détente en Ukraine au courant de l'été laisse sûrement quelques espoirs aux imbéciles qui prétendent nous gouverner, et surtout, nous sommes en train d'organiser des systèmes de rationnement très efficaces grâce au triptyque infernal des passes climatiques, de l'identité numérique et surtout de l'euro numérique qui arrive et ressemblera davantage à un carnet de rationnement géant qu'à une monnaie. Finalement, nous pouvons bien avoir 9 000 milliards de dettes, ou 90 000 milliards, ou 900 000 milliards, qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Parce que, et même si vous avez autant d'actifs en face, qu'est-ce que cela peut bien vous faire à partir du moment où vous ne pouvez plus en jouir à votre guise? Dans ce monde très bizarre qu'est le nôtre, il y aura bientôt tant de monnaie qu'il finira par ne plus y en avoir du tout. N'oubliez pas que dans le monde merveilleux d'Orwell, il n'y a plus de monnaie, il ne reste plus que des coupons de rationnement. Si vous voulez éviter cela, le mieux encore est de ne pas jouer au Monopoly des tricheurs, en particulier sur les assurances-vie, et changez donc vos euros tant que vous le pouvez en actifs réels, or immobilier, moyens de production, et moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fortune et à remercier messieurs Gave et Béchat pour leur lumière d'hier.